Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce samedi 1er février 2020. Comme vous le savez, le rapport de la Cour des comptes a connu un retard de 3 ans. C'est parce que l'institution n'a pas suffisamment d'effectifs pour être à jour. C'est du moins ce qu'a expliqué son premier président Mamadou Faye, mais il a quand même assuré que le prochain rapport sera publié au plus tard en octobre 2020. Le Cleaning Day national a encore vécu ce samedi. Les Sénégalais ont massivement adhéré à cette deuxième opération de nettoiement. À Dakar et à l'intérieur du pays, les rues et les quartiers ont été désencombrés. Tout cela, c'est à suivre dans ce journal. Et comme tous les samedis, l'article de la semaine, le coronavirus, une actualité mondiale. Réumi quotidien l'assimile au terrorisme avec cet article intitulé « Danger planétaire, ce que nous enseignent les virus et les terroristes ». Les précisions de son auteur Hassan Sombre à suivre tout à l'heure. Le nom de tous ces titres, c'est dans un instant. Cela faisait 3 ans que la Cour des comptes n'avait pas produit de rapport. Le document remis ce vendredi au président Macky Sall couvre la période 2015, 2016 et 2017. Un retard justifié par un dysfonctionnement interne. La Cour des comptes ne dispose pas d'effectifs suffisants selon son premier président Mamadou Faye. Il a en même temps révélé que les rapports 2018-2019 seront publiés au plus tard en octobre 2020. Abdourahmane Ly a assisté à la conférence de presse organisée par les membres de la Cour des comptes ce matin. C'est un rapport accablant qui met en cause plusieurs autorités dans la gestion de plusieurs entités publiques sénégalaises, 19 environ. Des détournements de fonds, des surfacturations, voilà ainsi l'essentiel des forfaits sur lesquels ces procès-verbaux de la Cour des comptes renseignent. La publication est une obligation légale et une exigence démocratique, selon le premier président de la Cour des comptes. Cependant, une question subsiste. Qu'est-ce qui justifie le retard dans la publication de ces rapports? Le retard est dû à des dysfonctionnements internes. Ça, il faut que nous ayons nous-mêmes l'objectivité de le reconnaître. Ce n'est pas dû à un facteur externe à la Cour. C'est vrai, nous avons des efforts à faire, mais il faut vous dire que la Cour a un effectif. Ce sont les mêmes personnes qui élaborent ces rapports-là qui vont aussi sur le terrain pour faire les contrôles. Parce que depuis 2003, la Cour n'avait pas recruté. Mieux, Mamadou Faye annonce pour bientôt la publication des rapports 2018 et 2019 qui va marquer l'accélération du processus de publication. Nous pouvons vous garantir que durant 2020, nous allons remettre au président de la République et publier les rapports portant sur les gestions 2018 et 2019. Et nous comptons le faire au plus tard le mois d'octobre 2020. Ainsi, on ne parlera plus de retard dans la production des rapports. En ce qui concerne l'ouverture d'une information judiciaire suite à ces rapports, la Cour des comptes reste une armée avec un effectif insuffisant, un fait qui ne manque pas de contre-coup. En raison des effectifs réduits, il va sans dire que nous ne pouvons pas poursuivre tous les dossiers, toutes les personnes qui ont été mises en cause. Donc le parquet est obligé de sélectionner les dossiers dans lesquels peut-être il estime que les faits sont les plus graves et de les déférer au niveau de la Chambre de discipline financière. Suite à ces rapports de la Cour des comptes, des recommandations ont été émises. Sur 331 recommandations, les 80% ont été mises en œuvre et 71 autres en cours. Scandale au cœur de la République, c'est l'intitulé du livre du journaliste Papa Lénian. Le livre reprend quasiment le rapport de l'IGE qui épinglait l'ancien directeur du CODE, Cheikh Oumar Anne, actuel ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le journaliste a aussi évoqué un scandale de corruption qui gangrène le Sénégal depuis plusieurs années. Je vous propose de regarder cet extrait de la cérémonie de présentation du livre ce matin. Le dossier établi contre le DG du Centre des œuvres universitaires de Dakar dort dans les tiroirs de Dame Justice. Mieux, plus d'une vingtaine de dossiers sont sur la table du procureur. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Le rapport sur le coude
nous a particulièrement intéressés. Les responsables sont le directeur du... Rappelez que l'OFNAC n'a pas été le premier organe de contrôle à avoir épinglé et décrié la gestion du coude. En vérité, le coude peut être assimilé à la vache à lait de ses directeurs au service de tous les régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays. La polémique soulevée par le rapport de l'OFNAC sur la gestion du coude nous a poussé à vouloir en savoir davantage, ce qui a donné naissance à ce livre. Un livre qui s'est basé intégralement que sur le rapport produit par l'OFNAC. Nous voulons ainsi permettre à chaque Sénégalais, après lecture, de se fonder sa propre conviction. Telle est notre modeste ambition. Cité dans cette affaire, Cheikh Oumar Anne annonce une plainte contre Pape Alé Niang pour diffamation. Son avocat, Maître Baboucar Cissé, évoque plusieurs manquements dans le rapport de l'IGE repris par le journaliste Pape Alé Niang. Maître Baboucar Cissé est joint par Cheikh Diop. En réalité, ce n'est pas un livre, hein, c'est la reproduction servile et vraiment d'un rapport déposé de l'OFNAC, ce rapport qui n'en est pas un d'ailleurs, puisque simplement en fait un rapport d'audit suppose le respect du principe du contradictoire, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est pourquoi en réalité ce rapport-là n'est pas un rapport extraordinaire, parce que simplement ce rapport-là n'a pas fait l'objet d'une discussion et qui n'a pas en fait repris les réponses apportées par mon client. Donc tout cela prouve que l'insuffisance de ce rapport-là, et donc il ne s'agit pas d'un scandale, c'est un rapport qui comporte des insuffisances. Par conséquent, nous estimons que, puisque M. Pape Alé a pris la latitude et la liberté de reproduire de manière servile ce rapport-là, et il va en subir les conséquences. Donc mon client entend en tirer toutes les conséquences de droit, c'est-à-dire de déposer une plainte contre M. Pape Alé pour diffamation. Maintenant, il lui appartiendra, lui, à la barre, de venir rapporter la preuve de ce que l'OFNAC a écrit dans ce rapport-là. Ils s'attendent à une procédure judiciaire pour le délit de diffamation et même d'injure. Donc en fait, nous attendons en tirer toutes les conséquences, parce que seulement nous avons la conviction qu'en réalité, ce rapport-là comporte des insuffisances. Ce rapport n'a pas été soumis à l'appréciation de notre client, parce qu'il ne s'agit pas d'un rapport d'enquête, c'était un rapport d'audit. Et le CETAL national d'abord remarché, il est nettoyé de fond en comble ce samedi. Une opération d'envergure que notre reporter Kessendour est allé suivre. Reportage. Cartons, seaux, pâtes de poulet, sachets et autres déchets jonchent les allées et abords du marché Tilène. Depuis ce samedi matin, les habitants de la Médina et plusieurs dizaines d'agents de l'UCG s'activent pour nettoyer la place. Il y a beaucoup de saleté qu'on ne peut pas digérer, parce que nous, on achète ici des aliments pour manger avec notre famille. On a vu ici des cafards, on a vu des souris, on a vu des rats, toutes les façons d'insectes, on l'a vu ici aujourd'hui. Vraiment, nous sommes vraiment choqués. Wow, nous sommes vraiment surpris de ce qu'on a vu ici. On ne pensait pas ça, parce que chaque jour, on achète ici les denrées, les aliments pour manger avec notre famille. À partir d'aujourd'hui, nous, on va aller acheter les denrées dans les grandes surfaces, parce que c'est plus sûr et c'est plus propre. Ce samedi, ce sont plusieurs tonnes d'ordures qui ont été collectées, et pour cause, le dernier nettoyage du marché date d'il y a 4 ans. Depuis plusieurs mois, les commerçants demandent à la municipalité de leur venir en aide pour assurer la salubrité de ce haut lieu du commerce dakarois. Au-delà des moyens de l'État et des communes, nous devons nous sentir responsables nous-mêmes. Les commerçants, les marchands, eux aussi, comment ils veulent vendre sous des ordures? Ce qu'ils nous vendent, c'est ce que nous mangeons. Et je pense que vu ces maladies qui sont issues de la saleté, choléra et tant d'autres, si nous faisons une fois tous les 3 mois, on n'aurait plus ce même volume d'ordures. Donc je pense que je compte sur l'UCG, du service d'hygiène, des populations de la Médina, afin d'assurer la propreté de ce marché qui nous tient à cœur. Le marché Tilène est un marché très important, qui est au cœur de Dakar. Ce que nous mangeons vient de ce marché. Nous sommes tenus à veiller sur vraiment sa salubrité. Des marchés comme celui de Tilène, il en existe dans presque tous les quartiers de la capitale. La salubrité y dépend du bon vouloir des vendeurs qui nettoient leurs étals au gré de leurs envies et souvent aux dépens des populations qui n'ont aucune idée de l'hygiène portée aux aliments qu'ils consomment.
Une situation à laquelle le projet de Set-Setal initié par le président de la République devrait en partie remédier si un suivi est réellement assuré. Kessendour, une forte mobilisation à Pikine et à Guédiawaye pour désencombrer les quartiers. Une belle ambiance que nous décrit Mamadou Lamine Fati dans ce reportage. De Pikine Ouest à Médina Gounass, en passant par Ndiarème Limamoulaye, la population est sortie massivement pour répondre au Cleaning Day. Et les stratégies ne manquent pas. À l'occasion de cette journée, nous ferons du reboisement. Nous avons travaillé avec les eaux et forêts. On va faire du reboisement donc des cocotiers qu'on va planter. On en fera ici donc la place actuelle où nous sommes, donc au niveau du commissariat. On va en faire un peu partout. Donc on a choisi des rues, tout ça pour embellir. Et ce n'est pas des actions qui vont s'arrêter aujourd'hui, c'est des actions qui vont se poursuivre. Nous allons faire des remises symboliques de poubelles. Vous l'avez vu donc tout à l'heure. Et nous allons installer, c'est ça la particularité de ce que nous voulons faire, parce que nous voulons faire plus et mieux que les autres. Nous allons installer des poubelles publiques aujourd'hui pour pouvoir donc sensibiliser les populations à rendre plus propre donc cette localité que nous avons de plus chère, notamment Pikine Ouest. Médina Gounass, qui faisait face aux inondations, avec tous ces mots, va avoir aujourd'hui une autre image. Il y avait des méthodes qui étaient dans cette localité-là. Donc on utilisait les ordures pour rembler donc les zones inondées. Et vous savez que maintenant, avec cette évolution donc, de la situation, les choses ont changé. Maintenant, par rapport à tout cela, nous, l'approche qu'on utilise un peu par rapport à ce Cleaning Day, c'est de mettre en place des comités de quartier. Donc, dans chaque quartier, on va mettre là-bas un comité qui va se charger de la gestion des ordures ménagères. Donc, on va aussi faire le travail de sensibilisation parce que c'est important. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut que ce soit une activité pérenne. Donc, si l'on veut que ça soit, il faut que les populations sachent que cette activité, c'est une activité qui impacte d'abord pour notre bien, nous en tant que les populations. Il faut que aussi nos maires prennent leurs responsabilités par rapport à cette affaire de gestion des ordures. C'est leur responsabilité, c'est leur prérogative. Il ne faut pas qu'on attende le président. Quand il a cette initiative-là, c'est pour que les populations puissent prendre à le corps cette... Mais quand même, ce sont les maires qui ont cette prérogative-là, qui ont cette mission-là. Ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités par rapport en fait, à la gestion des ordures ménagères. Pour le maire de Ndiarème Limamoulaye, la seule stratégie pour pérenniser le Clean Day est de miser sur la sensibilisation des tout-petits. Aujourd'hui, ils ont troqué la craie et ils ont pris le balai. Qui les râteaux, qui les pelle, qui les brouette. Ça, c'est vraiment significatif d'un enseignant de masse, un enseignant qui s'implique dans ce que fait la société. Ils ont même impliqué les jeunes, les enfants, les élèves qui sont là, avec le balai, le râteau, tout ça. Et je crois que le message du président, pour être mieux perçu et mieux matérialisé, devra passer par l'éducation de ces enfants. La deuxième édition du Cleaning Day a mobilisé bon nombre de personnes. Reste à espérer un changement de comportement chez la population. Merci beaucoup Mamadou Lamine Fati. Direction Pikine Bas, Sénégal, un quartier situé à Saint-Louis. Là-bas, c'est le maire lui-même qui a dirigé le Cleaning Day. Mansour Faye en a profité pour inviter les populations qui ont massivement répondu à l'appel à pérenniser ces actions. Ces propos sont recueillis par Momar Alisnian et Alitiam. Puisque nous sommes dans un processus pour améliorer notre cadre de vie, suite à l'appel de Monsieur le Président de la République, de faire des premiers samedis de chaque mois ce qu'on appelle donc Cleaning Days, jour de propreté. Il faudrait que cela soit aussi donc une habitude pour nous, au lieu que ce soit uniquement les premiers samedis de chaque mois, mais que ce soit permanent, donc le maintien donc, de l'amélioration du cadre de vie. Aujourd'hui, il y a une mobilisation très forte, d'une part lancée par un premier jalon posé par Monsieur le Gouverneur à la suite de la première journée, mais ensuite, lors du CRD, lançant un appel à l'ensemble des couches de la population. Aujourd'hui, cette population s'est mobilisée effectivement au niveau de la digue de Pikine pour rendre cet environnement propre. Comme en relation avec l'accompagnement de la commune, le gouverneur l'a dit, nous sommes passés donc, des moyens de l'État. Tous les moyens réunis ici donc, sont les fruits de partenariats, d'amis,
donc de partenaires qui nous ont accompagnés, avec aussi la logistique de la commune pour que cette journée puisse être une journée de réussite, et tel est le cas. Donc nous allons continuer dans cette dynamique pour que Saint-Louis, moi l'appel que je lance à l'endroit surtout de mes concitoyens saint-louisiens, il faudrait que Saint-Louis soit la ville la plus propre du Sénégal, la plus propre. Et c'est tout à fait possible. Nous sommes la ville des première capitale, première école, première ceci, première cela. Il faudrait que nous soyons la ville la plus propre et il faut nécessairement l'appropriation, l'engagement, la détermination donc vraiment des populations pour que cela puisse être réalité. Et enfin, la région de Kolda pour clore ce chapitre sur le Cleaning Day. Plusieurs sites ont reçu un gros coup de lifting. Seulement, Kolda ne dispose pas de suffisamment de moyens matériels pour perpétuer ces opérations de nettoiement. C'est Doudjata que nous retrouvons là-bas pour les détails. En ce deuxième jour de lutte contre l'insalubrité, le centre hospitalier régional de Kolda a non seulement reçu un coup de balai, mais réceptionné un lot de matériel. Une pierre de coup sur instruction du directeur des domaines Elhadj Mamboy Diao. C'est avec grand plaisir que nous sommes là. Parce que l'hôpital constitue vraiment aujourd'hui un socle où les gens viennent pour se soigner, pour se consulter et pour mourir même. C'est d'ici que tout commence et que tout finit. La dernière fois, il nous a instauré de venir un peu faire une prospection au niveau de l'hôpital pour voir quels sont les manquements au niveau de l'hôpital. Le mur qui est tombé, qui est long au moins de 300 mètres, à peu près 300 à 400 mètres. Donc il a pris également l'engagement de refaire le mur, mais également à mettre à la disposition de la cuisine 2 cuisinières et également au niveau des lits 200 draps. Autre endroit conquis par les ordures, les berges du fleuve Casamance surplombées par ce pont Abdoulaye Diallo. Ici, c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural qui dirige les opérations en collaboration avec l'association Les Amis du Fleuve. Ce fleuve-là, c'est vraiment notre miroir. Donc il est extrêmement important que justement le conseil départemental, l'association des Amis du Fleuve, et en plus donc tout cela sous le coaching en tout cas du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural avec la commune, la mairie, venir aujourd'hui pour procéder en tout cas à ce nettoiement, à cette opération de nettoiement. Je pense qu'il y a une activité extrêmement importante que je salue. Je voudrais d'abord remercier les populations pour cette forte mobilisation. On ne peut pas continuer à faire de la politique 12 mois sur 12. On doit être utile à la communauté. Et c'est à quoi nous nous attelons. Nous avons très tôt compris que Kolda a besoin de nous partout et nous répondrons partout. L'association que je dirige, les Amis du Fleuve, en tout cas s'engage auprès des pouvoirs publics pour relever tous les défis, sur toutes les questions. Mais le plus important dans tout ça, c'est d'assurer le suivi. Parce qu'il y a 15 jours de cela, on était là en train de nettoyer. C'était tellement propre. Mais quelques jours après, on a constaté que la situation est revenue à la situation de départ. Je remercie toutes les populations coldoises qui sont sorties en masse pour nous rejoindre ici sur les berges du fleuve, qui est un symbole même de ce qu'on doit faire pour le Cleaning Day. Et c'est pour cela que je félicite tous les gens qui sont venus ici. J'encourage tous les Koldois à s'approprier de ce concept, Cleaning Day. On veut que Kolda remporte la palme. On veut avoir le prix que le chef de l'État a promis au Sénégal pour les villes les plus propres. Dans une commune telle Kolda où les ordures avaient conquis une bonne partie de sa superficie, cette opération du genre une fois par mois pourrait à l'arrivée présenter des résultats plus ou moins anodins si le suivi n'est pas au rendez-vous. Merci beaucoup, Seydou Diatta. Le nouveau gouverneur de Sédhiou, Pape Demba Diallo, installé ce vendredi. Présent à la cérémonie, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a réitéré sa volonté de renforcer le dispositif sécuritaire dans toutes les régions du Sénégal dans un contexte de violence inouïe. Le ministre a également été interpellé sur l'ouverture d'un bureau des passeports à Sédhiou. Regardez. Venu installer le nouveau gouverneur Pape Demba Diallo, qui a été nommé le 2 janvier 2020 par son Excellence M. le Président de la République en fonction de gouverneur de la région de Sédhiou. Il remplace à ce poste le gouverneur Habib Léon Ndiaye, qui également a été nommé à d'autres fonctions, notamment le poste de secrétaire général du ministère de la Culture et de la Communication. Donc c'est encore pour moi un grand plaisir de venir ici, l'installer et de
remettre encore les pieds à ce jeu. Je suis interpellé par le maire pour l'installation du bureau de passeport. C'est vrai que c'est une demande qui est là. Nous allons l'étudier avec les services attachés à prendre toutes les dispositions pour renforcer la sécurité, quel que soit l'endroit où on se trouve dans ce pays. C'est vrai que nous avons constaté ces derniers temps des cas d'agression, des cas de meurtre. Certains sont élucidés, d'autres sont sur le point de l'être. Mais nous allons en tout cas redoubler d'efforts, notamment au niveau des forces de défense et de sécurité pour renforcer tout le dispositif pour que les populations soient tranquilles. Et nous parlons de tout à fait autre chose, c'est la journée mondiale du voile. Et à cette occasion, des femmes non voilées se couvrent la tête pour témoigner leur respect et leur soutien à celles qui le sont. Et dans ce reportage que nous vous proposons ce soir sur la question des femmes qui sont voilées, nous livrent les raisons pour lesquelles elles le sont. Et vous allez le voir, pour la plupart, au-delà de l'obligation religieuse, elles le font pour être à l'abri du mauvais œil, du mauvais esprit, de la sorcellerie ou encore de la possession, un sujet réalisé par Mortala Anne et Mafalfal. Certaines personnes ont choisi de se voiler pour une seule et simple raison, écarter les djinns et les mauvais esprits. Pour d'autres, c'est à la mode. Le voile maintenant, ces temps-ci, c'est trop modernisé, quoi. On se voile comme des filles de mon genre, en portant des jeans et tout cela. Même si on continue à porter ces genres de choses, l'habillement doit être soigné. Ça doit être différé des autres filles qui ne sont pas du tout voilées. Même si on continue à porter des jeans, ou bien il y a d'autres tenues qu'on appelle les bas larges, mais ça doit être soigné pour être en convenance avec la voile. Considéré comme une réalité, car la plupart des personnes affectées ne sont pas voilées. Il y a des gens qui se voilent à cause des recommandations divines, des choses qu'on dit que la femme, si elle ne voile pas, elle va tomber malade. Par exemple, des djinns comme ça. Raison pour laquelle elles sont tous des femmes voilées. Les filles ont peur de ce genre parce qu'on a constaté qu'il n'y a pas longtemps que toutes ces filles qui tombaient de ces maladies, ils étaient des filles qui ne portaient pas la voile, qui ne s'habillaient pas correctement. Aux yeux de la religion, la voile ne doit pas être simplement porte de secours pour échapper à ce phénomène paranormal. Je ne dirais pas que ce n'est pas normal, car Dieu nous a créés, les djinns et nous, tout en nous recommandant de nous en méfier. Se voiler est une recommandation. Avoir peur des djinns ne doit pas pousser la femme à se voiler. Elles doivent le faire car c'est une exigence du Tout-Puissant. Une femme ne doit pas sortir sans voile. Chacun a son point de vue sur le port du voile. Mais la motivation n'est pas toujours religieuse. Et dans le reste de l'actualité, le cinéma, la coproduction, comment la promouvoir en Afrique. Des acteurs du milieu du cinéma d'ici et d'ailleurs se sont rencontrés ce samedi à Dakar pour un partage d'expériences. Une rencontre organisée par Cinecap en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Cheikh Hassan Affal, Mortala Anne et Mafalfal. S'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour avancer. Voilà le but de cette formation organisée par Cinecap, une formation endogène qui accueille fréquemment des acteurs du monde culturel venus d'un peu partout avec une mission bien définie par les initiateurs. De les motiver davantage. Donc c'est important de savoir que le cinéma peut se faire avec du low cost. Donc ça dépend des idées. Je pense que c'est ce qu'ils sont venus encore enseigner. Et nous sommes très très contents en tout cas de cette ouverture avec les États-Unis aujourd'hui. Venus des États-Unis pour partager leur passion, les deux producteurs sont sortis ravis de cette formation avec surtout des espoirs de réussite pour ces producteurs de Cinecap. Très heureux, je suis vraiment très heureux d'avoir eu à rencontrer ces jeunes producteurs de Cinecap. Cela fait plaisir d'échanger avec des jeunes aussi talentueux et je peux vous assurer que d'ici très peu, on pourra entendre certains de ces gens-là dans le monde audiovisuel. Des producteurs de Cinecap déjà très optimistes pour leurs avenirs avec une ambition de faire mieux que Atlantique de Mati Diop et Félicité de Alain Gomis.
retrouvons Boubacar Dieng ce soir pour les actualités internationales. Au Nigeria, l'interdiction des mototaxis et des tricycles à moteur dans plusieurs quartiers de la ville de Lagos ainsi que sur les ponts et les grands axes est entrée en vigueur ce samedi, soit seulement 4 jours après l'annonce des autorités locales. Cette annonce a suscité la colère parmi les centaines de milliers de jeunes conducteurs d'Okada et de Keke, nom communément donné aux mototaxis et aux tricycles à Lagos, une ville de plus de 20 millions d'habitants qui connaît un manque criant de transport en commun. En République démocratique du Congo, l'opposition compte sur un dialogue inclusif avant la présidentielle. Si les délais constitutionnels sont respectés, les Congolais seront convoqués aux urnes le premier trimestre de l'année 2021 pour élire un nouveau président. Mais à un an de cette échéance, les opposants qui refusent qu'elle ressemble au référendum constitutionnel de 2015 et la présidentielle de 2016, qui sont des scrutins très contestés, multiplient les appels au dialogue inclusif devant traiter de tous les maux qui minent la RDC. À ces multiples appels de l'opposition, le pouvoir répond jusque-là que le dialogue est plutôt permanent car il a lieu dans les institutions. Merci beaucoup Boubacar Dieng. Une note de sport, les athlètes sénégalaises se sont distinguées lors des premiers Jeux panafricains de Special Olympics Égypte 2020. Elles sont revenues avec 9 médailles, 2 en or, 2 en argent et 5 en bronze. Là-dessus, la directrice de Special Olympics Sénégal, Radja Djourissi, elle répond à Mamadou Lamine Fati. Oui, c'est une première participation à ces Jeux premiers panafricains. Mais c'est la 3e participation de Special Olympics à des compétitions à niveau international. Donc je suis fière de l'équipe qui est là derrière moi. Les athlètes d'abord, qui ont donné le maximum, qui ont mis en œuvre leur devise que je gagne, mais s'il m'est impossible de gagner, que je fasse preuve de courage dans mes efforts. On l'a vu sur le terrain, elles se sont données à fond et cela a permis de produire ces résultats que vous connaissez. Mais également l'encadrement technique. Il y a Adama qui nous a accompagnés et qui a dirigé donc toute la partie technique au Caire. Mais cette direction technique était supervisée par un groupe, supervisé par Hassan Cham, le directeur technique, et d'autres techniciens qui ont préparé pendant 10 jours la délégation. C'était un temps de préparation assez court, ce qui fait que les performances réalisées par nos athlètes ont une valeur inestimable. En 10 jours, elles ont fait des prouesses. Donc vraiment, Gatché Galama à elles. Et elles méritent l'accueil joyeux qu'elles ont eu aujourd'hui. Alors c'est continuer le travail parce qu'on est au début de l'année 2020. Nous venons juste de commencer notre saison, donc le travail va continuer. D'autres échéances nous attendent dans le futur. Il s'agit déjà de 2022 où auront lieu les prochains Jeux africains au Rwanda et ensuite 2024 les Jeux mondiaux qui auront lieu à Berlin. Il s'est trouvé que pendant ces Jeux africains, le contrat pour les Jeux mondiaux de Berlin a été signé pendant cette semaine-ci, ce qui nous montre vraiment nos prochaines échéances et à nous de nous préparer pour pouvoir y faire face de la plus belle des manières. Le coronavirus, nous en parlons dans la rubrique hebdomadaire, l'article de la semaine. Le monde entier est en état d'alerte face à une maladie qui ne connaît ni peuple ni frontières. Nos confrères de Réumi Quotidien ont publié un article intitulé « Danger planétaire au pluriel, ce que nous enseignent les virus et les terroristes ». Son auteur Hassan Samb a rencontré nos équipes Elhaj Malik Cissé et Barasso. Déjà des ravages en Chine. Le coronavirus fait peur. Un virus dangereux, oui, parce qu'il est véritablement mortel. J'ai pu constater que les virus agissent un peu comme les terroristes. C'est-à-dire que les virus attaquent, c'est vrai, le corps humain, mais les terroristes attaquent le corps social. Et de la même façon. Et tous les deux ne connaissent ni les peuples, la différence des peuples, ni la différence entre les frontières, ni la différence entre les États. Ils attaquent.
Ils s'attaquent. Et puis, c'est des mâles particulièrement vicieux. Lorsqu'ils s'en prennent à un corps social ou un corps humain, vont à la mort. On doit faire fi des frontières, faire fi de la souveraineté, faire fi des sentiments nationalistes et aller vers la lutte contre le mal. C'est ça qui est prioritaire, aussi bien pour ce qui concerne les virus que ce qui concerne les terroristes. Le directeur des publications du quotidien Réumi est sans embâche. Il faut plus de solidarité sur le plan international et agir vite. On nous donne des chiffres, 50 morts, 100 morts, mais apparemment c'est plus que ça. Quand un virus s'attaque à un pays comme la Chine, on connaît un peu le caractère très populaire de cet État-là. Les dégâts peuvent être particulièrement graves. Aujourd'hui également avec la Chine, vous voyez que personne ne fait un travail de diagnostic en dehors des Chinois. Personne. Or, le mal frappe tout le monde. Tout le monde est intéressé. Donc, ce n'est pas seulement aux Chinois de prendre en charge le problème du diagnostic par rapport au virus, parce que les Chinois n'ont encore rien trouvé de sérieux. Donc, aujourd'hui, le monde se limite à des mesures prophylactiques. Tout le monde prend des mesures au niveau des aéroports, c'est vrai, c'est bien. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on devrait travailler dans la recherche de concert avec les Chinois, tout de suite dans une solidarité agissante pour lutter contre ce virus, comme il faut également faire de même pour lutter contre l'insécurité au Sahel. C'est la même chose, c'est des virus, les terroristes sont des virus du corps social. C'est des gens qui s'attaquent au corps social, dont l'objectif final est de détruire, tout détruire. Et donc je pense que la lutte devrait être faite en synergie. Le monde entier est en alerte maximale. La preuve, des dispositions sont prises dans tous les aéroports. Une alerte générale qui rappelle à bien des égards la lutte contre le terrorisme, même si les deux mots n'ont aucun lien, précise mon confrère. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu au Sahel, les Américains sont là depuis quand? Je prends seulement l'exemple des Américains. 7000 soldats au niveau de Djibouti, au niveau du Niger, avec les drones, les renseignements, les manœuvres Fentlock, pour former les armées africaines. Ça a donné quoi? Les gens ont démontré au Mali, au Burkina, au Niger, leur incapacité à faire face à des groupes de barbus. Mais ça, c'est préoccupant. Donc les Chinois, si on les laisse comme ça, parce que oui, c'est la frontière chinoise, oui, on n'interfère pas, oui, mais ça va faire des milliers de morts. C'est le risque auquel les Chinois aujourd'hui se trouvent confrontés. S'ils restent fiers dans leur nationalisme étriqué, ce qui va se passer, c'est qu'on va assister dans quelques jours, dans quelques mois, à des milliers de morts, et ce serait dommage. Ce qui se passe actuellement en Chine avec le coronavirus met sur la table le droit d'ingérence humanitaire. Il doit être revu et transformé par devoir de solidarité envers des peuples qui sont dans le besoin. Il ne s'agit pas de remettre en cause les frontières ou la souveraineté des États. Ce n'est pas ça la préoccupation. La préoccupation, c'est que nous devons faire. Nous faisons face actuellement à des défis d'ordre planétaire. Et aujourd'hui, la solution doit être planétaire, doit être globale, généralisée, consensuelle, réfléchie ensemble par tous les experts de ces pays-là concernés, sans porter atteinte cependant à la souveraineté, à la légitimité des États en question. Ça, on peut le faire dans le respect, dans la responsabilité surtout. Aujourd'hui, les Américains, tout ça, devraient oublier la guerre commerciale, la guerre je ne sais quoi, et pour aller ensemble, parce qu'ils ont des experts pour ça, et travailler de concert avec les experts chinois et trouver des solutions idoines immédiates. Parce que ce ne seront pas seulement les Chinois qui seront frappés par ce virus, justement. Et ça commence en Europe, et ça va peut-être commencer à Abidjan ou dans un autre État africain. Au-delà des faits, danger planétaire, ce que nous enseignent les virus et les terroristes. Hassan Sam dit à qui veut l'entendre que le monde a le droit et surtout le devoir de faire preuve de beaucoup d'intelligence et de solidarité pour lutter contre les fléaux qui frappent notre époque. Merci beaucoup Elhadj Malick Cissé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'article de la semaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Les infos reviennent à minuit. Djouki Pribale avec Babanjay. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h45 pour le journal dans la totale que va vous présenter Mamadou Ibra Kane comme tous les dimanches. Bonsoir.